Okay, I'm Sati. I make things, preferably with my hands. I grew up in the States and now I'm here in Paris and making things continuously. So one project, the older project I've been doing in terms of we're talking about two projects today. One of the ones I've been doing since 2014, but I've been learning about since before then, is Moedoki. Moedoki means my hands, and this is the apothecary project. And so it's a salve, and a salve is a cream, for an all-purpose cream. They can be for hands, for lips, for body, for whatever, but a healing balm on base of olive oil, beeswax, and I use wild herbs. And this project came about because my uncle, who I grew up with, he was a bass player and also builder and did all kinds of things. And he always would have this little balm around, because his hands, he had to take care of them because he was playing music. And so he would always be very diligent about doing his cream, his salve. And this cream, I remember the smell, I remember the feel, I remember everything about it, and I used it as well. And when I moved away in 2011 from the States, I couldn't find this cream anymore, and I needed it, so I figured I'll just make it myself. And so I started researching, developing some recipes, testing, searching ingredients, and I found something that for me really brought up this nostalgia and this memory, and then also was completely practical and functional and would give to my hands, because also my hands were destroyed all the time, because from rock climbing, skateboarding, working in the kitchen, I needed it. It's a necessity. And so I started with going on trips all over mostly Europe and a little bit North Africa, finding wild ingredients and infusing them with oil that I would source initially from Sicily, from this very small farm near Palermo, and then I would make my salve. And now this is that one project that has become a bigger thing, and it initiated through giving this salve also to other friends who I knew who were artists and used their hands. And so it was really made for us who make things, the people who doers, people who make things with their hands. And more people would want it. My friends would run out of it and they would need more. And so I was like, fuck, I'll just make a company. Like, I'm just gonna make it. This is gonna be something I do. And so that's one. And then the other that I'm doing is this other company called Pettine, which means comb in Italian. And this project came from a woman I fell in love with. She had lost a hair comb, years ago in India, and it was a dear friend who gave this to her, and she had drawn a picture of it for me, and I remembered that, and I remembered the photo, the picture. And her birthday came about, and I thought, okay, this is something I can do. I'll try to make this for her. This will be a perfect gift. And so I started researching how can I recreate this drawing? How can I make this drawing real and pull it out of a piece of wood? And I have always been in love with Japanese craftsmanship. And so I started there, and I started researching Japanese craftsmanship, basic tools, and I found I didn't want to buy wood. I don't mind buying things, whatever, but I thought it'd be more interesting to use salvaged wood, since we're in Paris and there's amazing objects all over the streets of Paris. And so I found a piece of old, early 19th century furniture in the street in the Marais, and the wood, it was old walnut wood, and it was a little bit broken, so I broke the leg off of it and took it home. And we lived together as well, so I snuck this wood around and these objects, and I just would be whittling and sawing and cutting this comb when I would be having coffee or when I would be at a meeting or whatever. And so I slowly started making this thing, and just the act of cutting and shaping and
working the material, I fell in love with it. And so I ended up making it, came out well. The first one was a test, and that ended up being the best one I've ever made. And I gave this to her, and then I made 2 more. And I gave those to her as well. And then again, like the cream, I just started making them for friends and giving them away, and I just can't stop making them. My different skill sets that I'm working with is, I mean, my main skill, I think, is the skill to adapt and to learn and to solve problems. And in terms of just practically what I'm doing now with the projects I'm doing woodwork and apothecary recipes, and foraging as well as a part of that. In background training education, I was a chef for over a decade, and not so traditional, non-conventional chefs. I've been working with wild plants, foraging, holistic healing, food as medicine. So that's definitely where the apothecary has seeped into my cooking skills. And what was the question again? Sorry. Doesn't even matter. I mean, what I search for when I work, I think, is like when I'm doing food, it's really about the experience and community. So it's a holistic process for me in terms of where the products and the objects come from, the conception. So sourcing, everything goes back for me to where something comes from, the origin, instead of just ordering something or finding something online or having someone else do something. I like to go find where something came from seed or from bush or from the earth, wherever, find it, and then from that step go to the next step and see what's the next process and how can I be involved in that. My end result, the most gratifying thing, is if something has been transmitted and communicated to the person receiving the object or experiencing the object or the moment. So whether it's like a performance or a dinner, an exhibition, people are coming and they're looking and seeing, but something happens within them and where they experience something or taste something or feel something deeper than just this is an object, that is a spoon, this is the food that I ate. They feel the story that was transmitted, because also everything that I do, there's a much more, there's a story behind, for sure, in terms of what I'm making and why I'm making. It's not just because I like this object, I'm going to make this object. It's because I have to, for some reason. There's something that happened and I have to do this, and I'm going to do it. The purpose, this is a hard question to comprehend. When you say, I have to do this. Yeah. What is this sense of... the sense of duty, essentially. So what is the sense of duty in terms of making these objects? Oftentimes the sense of duty comes from either some sentimental story, a history or memory, feeling, or from a person that I'm involved with, and coming from a story that we've created together, or something we've said, something we've thought, or something this person's felt. These little things can become the spark that ignites, the fire of duty, of why this has to be done. So inspiration and ideas for sure come from travel, come from voyages, come from ancient objects. I've always been super involved and in love with history and old objects and old things, because things from before were the complete opposite of now in terms of mass consumption, mass production. Each thing was made, it wasn't about being an artist or being cool or anything, it was just this is how it was done. It had to be done this way. Someone had to find where this thing came from and take something else and do it with their hands and make it. So definitely my imprint and my
one of my goals, the things that makes me feel what I'm doing is important, is that, again, back to mass consumption and mass production, is I have an appreciation for the objects that I deal with because I know their story, I know where they come from, and so that means they're not going to become jetables, they're not going to become just trash and then I get another thing. So what I'd like to do is work with artisans, work with people who make amazing things, work with people who grow beautiful things in a healthy way, which of course in turn is sustainable. And I hope people carry on these objects that I do, use them, make them have a life, and hopefully they're not just replaced with something else to throw away, you know. So they're objects to stay, but of course they'll live their life and they'll die at some point, but an object that won't give a negative impact to, you know, our environment. Yeah, so why I take things on and don't find someone else that's doing or find another artisan is because I like getting my hands dirty. I've worked on farms, I've been chef for years and years, I've built things. I feel each person is capable of doing whatever they think they can do. You know, humans have done absurd, amazing things, and I think we all have the capacity to do so. That's why I usually want to do it myself. But also, I think it is amazing if you can let someone else do, and I think that's something I would like to explore at some point. But for now, I usually take it on myself because I feel I can right now. A definition of a doer, I think, is someone who sees something in their mind and feels something, and then they conceive it, they make it happen. Even if there's obstacles, there's challenging, you just make it happen. You do what you need to do and you make it happen. In Paris in particular, I think it's a challenge because there's lots of strange dynamics in the city, but then there's something that draws you in and is important and big here. But it's definitely a challenge. I mean, for one, space is a challenge, you know, finding space, and then that means it's about community and about your friends, because in Paris, if you want to do something, you need your community, you need your people, and it's about your community. And so for Paris, it's a communal effort for me. Even if you're in your little boîte, in your box, and you're doing your thing, it's still very communal in terms of how you find what you need to find, because it's a challenge here. It's a funny place for sure. I'll do whatever, ride or die. Like I do stuff for my homies and because of my homies. Parce que je me vois pas faire autre chose. J'ai toujours été active, j'ai fait plusieurs métiers, mais je suis contente d'être passée par là pour pouvoir me dire qu'aujourd'hui je me permets de faire ce que je veux. Et ce projet, c'est ce qui m'anime plus que tout. C'est pas la finalité, ça fait partie, on va dire, d'une grosse étape dans ce que j'aimerais réaliser. Je voudrais travailler comme naturopathe plus tard. Donc pour moi, c'était cette étape en fait de pouvoir, évoluer via la cuisine. Je parle pas encore de soigner via la cuisine, même si c'est vers là que je vais. Je m'appelle Gloria, j'ai 32 ans et je suis chef afro-vegan. Les différents rôles que j'occupe en dehors du poste de chef, c'est entrepreneuse, manageuse en quelque sorte. Je suis boss de ma propre entreprise, directrice de mon propre projet et engagée dans ce que je fais, donc activiste. Mon but à terme, c'est de pouvoir éduquer et toucher le maximum de personnes. Pourquoi est-ce que je me permets d'employer ce mot éduquer? C'est tout simplement parce que je pense qu'avec le temps, on passe moins de temps à se poser les réelles questions concernant notre alimentation. Il y a des effets de mode qui nous touchent parfois, mais je pense pas qu'on se rende réellement compte de ce qu'on mange et de ce qu'on consomme et pourquoi ni comment. Et en fait, c'est flippant pour moi. C'est flippant pour moi quand je pense
aux plus jeunes qui connaîtront encore d'autres formes de cuisine qui seront encore plus rapides, plus différents, plus adaptés à leur mode de vie, mais qui nous pourriront d'autant plus parce que le mode de vie qu'on choisit là de nos jours, là, il ne fait pas du bien. Et je crois qu'il est important qu'on revienne à quelque chose d'un peu plus réel. Quand j'ai commencé ce projet de me lancer dans la cuisine afro-végane, peu de gens ont compris. C'était il y a 5 ans, en 2015. Et à ce moment-là, on va dire qu'en Europe, c'était pas du tout développé. Moi, je l'ai connu aux États-Unis où ça avait déjà une certaine ampleur. Après, je trouve que, voilà, selon les pays, les communautés, etc., on n'est pas forcément au même stade. Si je parle de la France uniquement, il y a ce côté conservateur qui nous empêche d'avancer, en fait. Et ça se ressent pas simplement dans la cuisine végane ou dans la cuisine afro-végane, mais dans beaucoup de cuisines. Il y a encore cette idée de la cuisine française riche, hein. On fait pas en léger du tout. En fait, c'est challenger cette culture, ils sont pas prêts. Et pourtant, on pourrait avancer d'autant plus, hein. Ça leur ouvrirait des portes aussi, mais je pense pas que ce soit aussi simple à leurs yeux parce que il y a des enjeux bien plus grands que... C'est ça. Mais comme je disais, je pense que c'est bien plus grand que l'alimentation et des enjeux économiques qui sont pas prêts d'être modifiés ou bougés ou bousculés parce que ça représente trop. Mais pour en revenir à la question, j'ai quand même vu, enfin, ça a été compliqué. Ça s'est passé en plusieurs phases. En 2015, c'était compliqué pour moi parce qu'il y avait peu de gens qui s'y intéressaient. Et en plus, il y avait un double enjeu parce qu'il y avait le côté afro, qui touchait, on va dire, la communauté afro qui se posait des questions pourquoi manger sans viande parce que c'est pas ce qu'on fait chez nous. Et d'un autre côté, il y avait ce côté vegan ou pourquoi ne plus manger de viande dans un premier temps, pourquoi changer ce mode, enfin, je veux dire, on a besoin de protéines, comment je vais faire, blablabla. Et en plus de ça, mais qu'est-ce que c'est que la cuisine afro-végane? Qu'est-ce que vous nous ramenez en plus? Déjà qu'on se pose des questions sur les cuisines africaines, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Donc, mon entrée, elle a été dans cette atmosphère un petit peu. Mais j'ai été agréablement surprise, en fait, de rencontrer des gens curieux. Et ça a été grâce au voyage. Si j'avais pas eu aussi l'opportunité de moi-même m'ouvrir, comment est-ce que je peux apporter cette ouverture? Donc, ça se fait, comment dire, des deux côtés. Je peux pas reprocher, il y a des gens qui peuvent être ouverts et moi de pas proposer cette ouverture aussi. Donc comprendre aussi leur point de vue et leur dire mais attends, peut-être que ça peut être fait de cette manière-là. Donc ouais, j'ai été agréablement surprise avec le temps justement de pouvoir collaborer avec des chefs qui allaient s'interroger justement sur les cuisines véganes et ce que ça pouvait leur apporter. Et à côté de ça, de pouvoir converser avec des gens qui n'imaginaient pas la cuisine afro sans viande et pourtant qui redécouvrent leur propre aliment qu'ils ont toujours connu mais sous d'autres formes. Plusieurs fois on m'a dit j'avais jamais mangé le manioc comme ça, ou alors je savais pas qu'on pouvait cuisiner de cette manière-là et pourtant c'était tout sous vos yeux. Donc moi mon rôle dans tout ça c'est de pouvoir aller tout ça proposer une cuisine un peu moderne mais en même temps qui te rappelle quelque chose et qui te permette d'avoir d'autres options sur ce que tu connais. Et tout en prenant soin de toi. C'est à la fois par éthique, par santé et par spiritualité. Il y a un message que je cherche à véhiculer plus que d'autres. Je souhaite vraiment partager l'idée que il faut savoir prendre soin des choses et à commencer par soi-même. Que ce soit, on parle souvent de l'état mental, etc., mais on oublie aussi le corps, l'objet, qu'il faut entretenir et dont il faut prendre soin. On est dans une époque où il y a de plus en plus de maladies qui sont directement liées à ce qu'on consomme. Et je crois que j'ai tout simplement voulu adopter un mode de vie où j'évitais un maximum de me mettre dans des situations dans lesquelles j'aurais du mal à me sortir et tout simplement profiter plus en fait. Je pense que beaucoup voient ça comme de la restriction, mais je crois en fait que je m'accorde beaucoup plus d'années de vie peut-être. Comment est-ce que je suis arrivée à la cuisine? C'est naturellement, j'ai envie de dire. J'ai toujours eu cette passion. Je pense que ça s'est transmis un petit peu de famille. Ma mère cuisine beaucoup et cuisine très bien. Donc ça a été la première grosse influence. Et c'est pas pour autant tout ce que j'ai toujours fait dans ma vie. Ça a été une reconversion au bout d'un moment où j'ai décidé de faire
quelque chose de plus intuitif et naturel pour moi. J'étais fatiguée du métier que j'exerçais et j'ai souhaité tout simplement vivre de ma passion que j'avais pour la cuisine dans un premier temps. Et c'est suite à un voyage au Brésil et mon déménagement à Londres que j'ai pu mettre tout ça en place. Je pense que j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai décidé de commencer la cuisine avec un projet. C'est-à-dire que j'ai pas eu l'idée de faire une reconversion et de m'inscrire dans une école, suivre un parcours de cuisinier classique, apprendre les techniques, etc. J'ai voulu rentrer dans le business ou dans le game avec ma propre empreinte directement. Et j'ai rapidement été sensibilisée à la cuisine végane par mon meilleur ami, en fait, qui était tout simplement vegan, qui vivait à Londres. Et il était dans un environnement, le véganisme était déjà beaucoup plus développé, où il y avait l'espace pour cette cuisine qui existait déjà dans différents styles, différentes origines, mais tout de même qui avait sa place. Et ensuite, moi, après un voyage justement aux États-Unis, à Atlanta, et puis au Brésil, j'ai eu ce goût pour la cuisine afro-végane, en fait, de me rendre compte que on pouvait continuer à manger nos produits traditionnels ou culturels desquels on se rapproche le plus, tout en adoptant un nouveau mode de vie un peu plus sain et juste honorable pour nous-mêmes. Et pourquoi est-ce que je dis pour nous-mêmes? Parce que ce qui m'a poussé dans un premier temps, ça n'a pas forcément été, comment dire, non pas que ça en fasse pas partie, mais ça n'a pas été une cause animalière ou quoi que ce soit, c'est parce que je voulais prendre soin de moi. Une chose que j'apprécie en tant que personne reconvertie à un nouveau métier, c'est, mine de rien, je suis dans l'expérience directement, mais chaque expérience pour moi, il y a énormément d'apprentissage. En passant de cuisine en cuisine, en discutant avec d'autres professionnels aussi de la restauration ou juste des passionnés de cuisine, je suis contente de pouvoir recevoir le peu de notions qu'ils décident de me transmettre. Donc, c'est vrai que moi, de ma part, il y a une part d'importance quand même à cette transmission de savoir, même si j'ai décidé de faire sans école et sans ce côté professionnalisant. Mais je sais pas comment expliquer, mais ce respect et c'est un privilège en fait parfois de passer dans certaines cuisines et d'avoir l'attention de quelqu'un qui a passé autant de temps à travailler, développer des choses et qui décide de continuer à te transmettre ça. Et que ça continue. Et moi-même, quand j'ai eu l'occasion de travailler avec d'autres chefs ou lorsque je monte mes propres équipes, pouvoir leur transmettre ce que j'ai moi-même appris, il y a une certaine fierté. Je crois que c'est ça qui rend vivant le métier de chef. C'est ce côté transmission de tout, des techniques de base, des techniques modernes, de celles que tu vas créer en fonction des différentes choses que tu auras vues avant. Cette partie-là, j'en parle pas toujours parce que c'est vrai qu'on focus plus sur la cuisine que je fais, mais il y a aussi le métier que je fais et c'est tout de même valorisant d'être dans cette position d'être comme une sorte d'éternel élève et en même temps le maître de quelqu'un. Donc ça y a de la fierté dedans. Après, dans la réalité du monde de la cuisine, que ce soit la dureté, la compétition, c'est aussi vrai. Je pense après c'est aussi un état mental où est-ce que tu te positionnes réellement dans tout ça. Je crois qu'à un moment donné, je pense que je me suis rendu compte que je suis passée dans des endroits qui pouvaient être difficiles, mais tellement mon but était ailleurs et ne pas simplement d'évoluer dans cette cuisine-là. Il y a des choses que j'ai pas laissé m'atteindre et d'autres où j'ai été pris de plein fouet et j'ai mangé la réalité en quelque sorte. Et ça a été assez difficile, mais je trouve que ça complémente réellement mon expérience. Et ouais, je suis reconnaissante en tout cas d'avoir mis mon pied dedans. Je regrette pas du tout parce que c'était ce que je voulais. Et je trouve que j'ai eu aussi de la chance parce que j'ai pas fait mes expériences dans un seul endroit. J'ai été dans plusieurs pays, donc j'ai eu aussi
différents points de vue. C'est vrai que la cuisine française est toujours très valorisée et qu'on la prend comme référence, mais il y a d'autres cultures qui l'ont gardée en référence tout en adaptant les leurs, tout simplement. Et j'ai trouvé ça intéressant, donc j'ai eu aussi différentes températures un petit peu. Donc je suis pas traumatisée, je suis contente de l'avoir traversée et ça me permettra d'essayer de faire mieux pour le futur et mes propres projets en fait. Je pense qu'on est toute une génération aussi de jeunes chefs un petit peu issus de différents secteurs, mais je pense beaucoup de jeunes de banlieusards ou de communautés, etc. Et on apporte un petit peu, comment dire, ce côté différent en cuisine parce qu'on prend et on accepte leurs règles, mais on l'adapte aussi à ce que nous, on a connu. Je pense que il y a cette forme peut-être de respect naturel qui fait qu'on peut suivre dans une cuisine, mais est-ce qu'on va tomber dans les travers à vouloir tuer le collègue prochain pour une place? Non, parce qu'on sait que ça s'arrête pas là. Il y a bien plus. Il y a bien plus. Donc je pense que ça nous aide et ça nous porte. En tout cas, moi personnellement, j'ai un projet tellement plus grand que derrière que ça a toujours été une question un peu récurrente. C'est quand est-ce que tu vas avoir ton restaurant, où est-ce qu'on peut venir goûter tes plats. Je réponds constamment oui, ça va arriver, mais c'est pas mon but ultime. Je pense que même avant d'avoir un restaurant, j'aimerais pouvoir enseigner. J'aimerais pouvoir avoir une école. Là, par exemple, je vais participer à un programme de formation au métier de chef pour des femmes en réinsertion en Afrique du Sud. Et ça, c'est le genre de choses qui me parlent. Et je crois que je préférerais évoluer là-dedans avant de penser à avoir un restaurant dans Paris. Je pense que l'idée, si j'ai un restaurant, il faut que j'ai une école à côté. Ou il faut qu'il y ait de la formation. Je peux pas juste avoir un restaurant, m'asseoir dedans et il y a plus de challenge pour moi, j'ai l'impression. Ça fait partie en fait pour moi de ma recherche de savoir comment est-ce qu'ils mangent au Pérou et comment est-ce qu'ils mangent au Japon et de voir la corrélation peut-être avec l'Afrique et en plus dans le véganisme. Je pense que ma manière de montrer mon passage sur cette terre, c'est justement à travers ce que je fais, de pouvoir partager mon expérience tout en la vivant, donner une idée de ce que ça pourrait être, de prendre soin de soi différemment, de s'autoriser à répondre à ses besoins, mais comment dire, de manière consciente et continuer à prendre soin de soi en fait, tout simplement. Prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est bien évidemment en fait dans cette recherche culinaire, c'est jamais simplement les goûts, les restaurants et les endroits, c'est tout ce qui va avec. Ce sont les huiles, ce sont les différentes farines, ce sont les différentes plantes, leurs différentes utilisations. Je vais jamais dans un restaurant sans passer dans une épicerie. Je vais jamais quitter le pays sans avoir trouvé cette boutique où je vais trouver mes huiles essentielles pour parler avec telle personne. Pour moi, la spiritualité, elle passe aussi dans cette cuisine. J'en parle pas de manière phénoménale, mais parce que tout simplement, c'est tellement naturel. Pour moi, à partir du moment où tu décides de prendre soin de ton intérieur, c'est de toutes ces formes un petit peu, donc bien évidemment comment tu vas te nourrir, mais aussi comment tu vas t'hydrater, comment tu vas consommer, comment tu vas pouvoir chercher à te soigner toi-même avant d'avoir recours à quoi que ce soit d'autre. Et pour ça, il y a tellement de célébrations, de manifestations différentes et je suis extrêmement sensible à ça. Extrêmement sensible à ça. J'ose pas toujours en parler parce que je sais pas comment est-ce que ça va être reçu par le public. Et généralement, j'arrive à échanger avec un public qui est déjà concerné. Et quand c'est pas le cas, bon, on reste sur la cuisine afro-végane. C'est déjà un sujet intéressant. Et limite pas nécessaire. Si t'arrives à soigner les gens, que tu leur fasses du bien sans qu'ils se rendent compte, c'est pas bien. Généralement, c'est...
c'est ce que je fais, je l'implique pas toujours et des fois je décide d'en parler quand je sais que le public sera réceptif, mais je leur parle des aliments que j'utilise et pourquoi je les utilise et les bienfaits que ça peut avoir sur eux. Et il y a souvent la réaction de « ah, je mangeais pas tel aliment, tu me l'as fait manger, etc. » ou c'est vrai que j'avais entendu parler de tel ou tel produit, je savais pas qu'on pouvait l'utiliser de cette manière-là, aujourd'hui ça s'est retrouvé dans leur plat. Donc voilà, c'est là où on rentre encore en compte la partie éducation en quelque sorte ou transmission. C'est-à-dire que là, oui, j'ai passé quelques tips, quelques tools qu'ils n'avaient pas, alors que c'était aussi sous leur nez, mais voilà. Quelle est ma définition d'un doer? C'est quelqu'un qui, peu importe les conséquences, peu importe les étapes qu'il va traverser, il ne lâchera pas. Il ne lâchera pas, il ira au bout de son projet, le fera et ramassera autant de flopés qu'il faudra pour arriver au bout, mais ne lâche pas l'affaire, let's fucking do it. C'est tout ce que je me dis en fait. Et en fait, pour conclure, je crois en la réincarnation, plusieurs vies ou quoi que ce soit, mais là, maintenant, j'ai ça à faire et rien d'autre. Donc je vais jusqu'au bout. Honnêtement, comment est-ce que j'ai réussi à marquer ma place? J'ai pas laissé le choix. C'est-à-dire que j'ai eu le culot de me lancer dans un projet dans lequel je n'avais à la base aucune base ou entrée. Donc, je vais pas me laisser refroidir par l'environnement dans lequel je me mets. J'y vais. L'idée pour moi, c'est de marquer les esprits et je suis contente de l'impact, peu importe, on va dire, sa forme. Je suis contente de l'impact que j'arrive à avoir. La définition d'un doer, je dirais que c'est un peu à l'image de ce que je fais déjà depuis tout jeune. Pour moi, ce serait la débrouillardise. C'est vraiment le mot qui correspond totalement à ça, c'est la débrouillardise. Dans n'importe quel domaine, la débrouillardise. Même un gars qui veut travailler dans la photo, qui trouve un petit appareil photo, qui se débat avec, quitte à monter les steps, ça serait ça, et dans différents cours de métier. Et j'ai toujours kiffé ça, c'est parce que j'ai appris beaucoup, moi, les gens, en fait, j'ai appris beaucoup des choses. J'ai énormément de respect pour Christophe Victor. Je dis toujours leur nom, c'est Charaf, Stéphane, ou Fred Rosson, tu vois, des personnes qui m'ont mis là, parce que, mec, c'est pas évident, c'est de mettre quelqu'un à ta porte. C'est comme laisser toi partir en vacances et laisser les clés chez toi. Dire, mec, tiens, je te laisse, je pars en vacances. Et là, mec, faut le faire. Ne le ferait pas, même nous, tu vois. Mon prénom, c'est Oswald, pseudonyme Oz, et on me connaît en tant que physio sur Paris. Voilà. Je kiffe énormément mon boulot, donc je kiffe quand un client part et je lui dis ouais, bon retour, merci, franchement c'était nickel, j'ai un échange. Ces gens, je pense, qui ont compris, tu vois. Le contact que tu as avec le client, il n'y a pas, on va dire, demain tu peux pas aller à Pôle emploi et dire je voudrais être physio, la nana va même pas comprendre ce que tu lui dis, tu vois. On va te dire j'ai des formations d'agent de sécu, il n'y a pas de formation de physio, il n'y a pas d'école de physio, entre guillemets, tu vois. D'où l'importance de ma société, et vraiment c'est ce que j'ai envie de faire. Et j'invite tout le monde à, si vraiment ils sentent l'intérêt et l'envie de le faire, tu vois, de me contacter et de se dire que moi, il y a un truc à faire. Parce qu'on est la jeunesse, on a la meilleure énergie pour comprendre les choses, surtout maintenant, tu vois. Donc, demain, ils peuvent essayer, ils peuvent aller à Pôle emploi ou autre. Tu peux même aller voir un club, une boîte de nuit. Le gars va te dire, ouais, tu veux être physio, mais t'as fait qui? T'as fait quoi, toi, en fait? Qu'est-ce qu'il va faire que tu veux être physio? Il n'y a pas de... C'est pas un boulot... Tu peux taper sur internet, finalement, tu vas avoir la définition. Il n'y a pas d'école chez eux, il n'y a pas d'endroit où tu peux dire bah, tiens, moi je veux faire ce boulot. Si demain c'est ton lifestyle, tu trouveras pas. Alors, Safety Events, c'est mon agence et boîte de sécurité. Je suis sur deux pôles où je suis à la fois de l'événementiel et surtout je suis dans la sécurité. Donc, j'ai formé une boîte de sécurité qui correspond à mon image totalement. Où j'ai essayé de casser les codes de la sécurité en disant que la sécurité c'est pas avant, tu sais, t'arrivais, comme dit, il n'y avait pas de carte pro, avant t'avais la prison en face, le mec il sortait de prison, il y avait une boîte, il dit je vais bosser, on te le pose devant la prison, il bossait, tu vois. Il était là pour les muscles, j'appelle ça des posters ou des pots de fleurs, tu vois, c'est des gars que tu posais pour le décor en fait. Et maintenant non, on n'est plus dans ça, on est dans un truc où j'ai envie de vendre de la présence. Moi je kiffe que les gens passent une bonne soirée, mais qu'ils sentent à côté que si tu bouscules trop, il y a un 2 mètres sur 2 mètres qui va te faire comprendre que mollo on n'est pas chez toi, tu vois.
Et dans l'idée, Safety Event, ça sera plus ça. Et dans le futur proche, j'aimerais monter vraiment une boîte de physio. Là, je suis en train de chercher sur Paris vraiment des formats atypiques et aussi à leur apprendre à ce que, surtout que maintenant, les codes changent. Vestimentaires, les codes sociaux, il y a beaucoup de choses qui changent. Même nous, les jeunes, plus adaptés à savoir qui est qui. Il y a une expression qu'on utilisait avant quand on était plus jeunes, surtout nos parents. Ils nous disaient la bif est pas le moindre. Mais là, on est en plein dedans. Tu peux croiser n'importe qui. T'as un mec qui va avoir un bac plus 6 et qui va être super calé dans un métier ou autre. Et t'as une nana à côté, elle peut faire 2 fois plus de pognon que lui. Et la nana, elle fait des tutos maquillage sur YouTube, tu vois ce que je veux dire? Et pour autant, c'est 2 games différents, mais c'est une manière dans l'entrepreneuriat qui est archi intéressante. C'est des bagages qu'il n'y avait pas étant plus jeune. Moi, je me suis créé ma propre liberté parce que je me suis mis, et quand tu me demandais pourquoi je voulais avoir ma boîte, je me suis mis en indépendant. Je pense que d'autres le font pas parce que les gens ils ont beaucoup peur du vide, tu vois. C'est un truc qui est typique en France parce que quand tu arrives en France, les gens te mettent dans des codes. Moi, ma mère me mettait dans ces codes en me disant ouais, si t'as pas ton diplôme, si t'as pas ci, si t'as pas ça, t'arriveras pas et autres, tu vois. Et moi, j'ai souvent été dans ces codes où j'ai plus été une bombe à retardement et pris en frustration qu'autre chose. Et au final, ça m'a un peu servi totalement servi parce que j'ai remis cette productivité en avant en me disant ah ouais, tout le temps dans la thématique des fois je dis ouais, les postes de physio des fois ils jouent à 4-5 personnes et le premier contact que je vais avoir va me dire non, on est peut-être sur quelqu'un d'autre. Et au final, dans la soirée, il me voit, il me dit ah, ils t'ont pris toi. Je dis ouais, parce que moi je passe jamais par la porte que tu vas me donner, tu vois. Je vais essayer de trouver une fenêtre ou quelque chose, mais je vais arriver au point où je vais arriver, tu vois. Comment je verrai évoluer les choses, c'est que là, carrément, l'ancienne génération que j'aime énormément, parce que j'ai beaucoup appris de l'ancienne génération, moi j'ai énormément de respect déjà pour cette génération parce qu'elle m'a appris beaucoup. Quand tu te fais bien recaler, tu réitères pas les mêmes erreurs, tu vois. Tu prends les codes. Et je pense qu'eux m'ont transmis des choses, même dans les codes, je pense, de la sécu, j'ai senti aussi qu'il y avait aussi un truc un peu qui était trop à l'ancienne, c'est pour ça que j'ai monté mon agence aussi, c'est trop brutal, tu vois, un rapport aussi trop agressif. Faut pas oublier que dans le boulot, t'es là justement pour que ça se passe bien pour toutes les personnes. Les gens, ils te voient comme des bras, ils me voient moi comme le physio, le mec qui casse la tête, qui essaye en fait de briser les choses. Or que non, justement à l'inverse, ces gars-là, ils sont là pour sécuriser, ils sont là pour le bien-être, ça peut être autant des clients et autant du prestataire qui va nous prendre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un mot que j'emploie toujours, on est des prestataires de service. C'est comme avoir un restaurant et tu n'as pas de clients. On peut pas produire s'il n'y a pas de personne à l'intérieur. Les acteurs du truc, c'est les clients qui viennent, l'énergie qui ramène. Tu peux avoir la boîte de nuit que tu veux, tu peux avoir tout ce que tu veux. Si tu n'as pas de clients à l'intérieur, si tu n'as pas eux-mêmes qui créent, parce que c'est eux qui s'approprient aussi l'énergie du lieu. Des fois, tu as des lieux, ça peut être le VIP Room ou d'autres endroits mythiques qu'il y a eu à Paris. C'est des endroits où c'est l'énergie, elle s'est créée d'eux-mêmes, tu vois. Nous, on est là plus pour ça. Je suis plus, moi, on va dire, dans une thématique. Quand je fais mes choix à la porte, je reviens pas dessus parce que pour moi, il faut que j'arrive à dissocier si cette personne-là, elle peut ou pas rentrer dans cette soirée et est-ce que je suis capable d'assurer son comportement. Pour la métaphore, quand j'ai commencé la porte, on m'a toujours dit, la première phrase qu'on m'a dit quand j'ai commencé physio, j'avais beaucoup de questions que je me posais dans la tête. Il m'a dit, tu sais quoi, t'embête pas. Imagine que c'est chez toi, c'est ton appartement, qui tu feras rentrer chez toi. Est-ce que pour toi, cette personne, elle est capable de rentrer chez toi et de bien se comporter? Ou est-ce que pour toi, tu te dis, ok, lui, il va vomir dans mes toilettes ou il va être dans un mode. C'est plus ça que je retiens tout le temps. J'imagine le club à chaque fois où je bosse, ou l'endroit où je bosse, comme si c'était chez moi. Et je me dis, tiens, lui, il a une bonne énergie, il a un bon mood, il va bien, il va passer une bonne soirée, lui. Quand je commence à avoir un doute, je me dis, tiens, lui, c'est pas son soir. Je préfère qu'il revienne demain, on retentera sur un autre, je prends pas de risque. J'essaie d'être juste. Et de là, sur la question que tu m'as posée dans mon kit de survie, je dirais que ça serait déjà, j'ai toujours, moi, quelque chose qu'on m'a appris, c'est la politesse. Tu peux pas aborder quelqu'un et venir, et tu peux pas bonsoir et autres. Je me mets vraiment dans des codes où je me donne pas le bâton pour me faire taper, en fait, tu vois. Donc j'arrive, je suis poli, je dis bonsoir. J'essaie d'instaurer déjà un climat où, voilà, par exemple, il y a des physios qui bossent avec des chefs hautes. Je suis pas en train de juger quel physio bosse mieux ou autre, hein, mais par exemple, je me dis qu'il faut toujours me mettre à la hauteur du client. Je peux pas être assis comme si j'étais pharaon sur une chaise haute et choisir
qui sort, qui rentre pas en fait, tu vois. C'est très arrogant. Et j'essaie de me mettre au niveau, qu'ils puissent avoir des échanges avec moi. Et de là, ouais, ça m'a emmené vraiment dans un truc où je me suis dit plus jeune, il y avait tellement des codes compliqués, et là maintenant, non. Il n'y a plus de barrière, t'arrives. Si demain, t'as envie de te donner les objectifs de faire telle ou telle chose, t'y vas, et puis il faut pas calculer dans le temps, il faut pas avoir peur du vide en me disant tiens, mince, là ça va être chaud, il y a 15 personnes devant moi. Comme je dis, c'est pas une course, les gens vont avoir une vitesse. Ceux qui vont monter peuvent redescendre, comme ceux qui descendent montent aussi, tu vois. C'est pas une course, il faut prendre le temps et le faire aussi à ta manière. Il n'y a pas une manière de bien faire les choses. Il y en a plusieurs. Les parents me disaient qu'il y a une manière de faire les choses. Va à l'école, fais ci, fais ça. Non, moi je suis pas d'accord. Donc là, je vais faire ma manière, je me suis mis en indépendant. Ça peut arriver même assez souvent que des fois je bosse sur des prods et je suis pas content du format ou le projet me plaît pas tout simplement, ou même le club, j'ai peut-être déjà bossé, j'ai pas kiffé l'énergie qu'il y a eu à l'intérieur, tu vois. Donc je refuse les choses en fait, et je fais vraiment ce que j'ai envie de faire. Je suis même prêt à rester chez moi une semaine à rien faire, pas faire de porte, que faire quelque chose que j'aime pas. Je fais vraiment des choses que j'aime. Et c'est de là aussi que ça t'amène à kiffer ton boulot. Parce qu'il n'y a rien de pire que de traîner les pieds et aller au travail. Moi quand j'y vais, je suis d'une des rares personnes, déjà je suis très content grâce à Dieu de faire ce métier. Au-delà du côté monétaire, il y a le kiff que je prends, il y a le kiff que je peux renvoyer à mon équipe parce qu'ils aussi bossent dans des spots cool et ils me le disent. Ils me disent putain, t'as vraiment des endroits ou des spots, tu nous as fait bosser, ça leur met des paillettes, tu vois. Et aussi on reste en recul, puisque après on rentre dans le 93, donc tu te dis pas cet après-midi j'ai telle ou telle personne et tout, tu vois. Mais ça te fait kiffer parce qu'au final tu te dis tiens, j'ai un pied dans les deux mondes, tu vois. À la fois la terre réelle et à la fois ce côté un peu hype et tout ce que tu as envie de voir un petit peu. Et de là c'est vraiment kiffant, pouvoir faire vraiment ce que tu as envie de faire et te dire tiens, aujourd'hui j'ai kiffé, tu sais où tu mets les pieds et tu travailles pour. Les différentes casquettes que j'ai adoptées pendant ma carrière, déjà la plus grande c'est la sécurité, donc ça a été ma base où vraiment j'ai appris le boulot, la nuit, ce qui m'a fait mettre un pied dedans, et après indirectement ce qui m'a emmené au boulot de physionomiste. Dans l'énergie que je peux apporter, on va dire dans le travail de physio, ça va être ma propre touche, on va dire, ça va être la proximité que je peux créer avec les gens. Moi je croise d'autres personnes dans la rue qui vont me dire mais la dernière fois tu m'as découpé, tu vois, et on va rigoler sur un fait et je vais lui donner plus les codes pour pouvoir rentrer. Parce que les gens ont tendance aussi à assimiler le boulot de physio. Tu sais, moi j'ai croisé 9 personnes sur 10 qui vont me dire j'aimerais trop faire physio. Tout de suite ils ont la mentale de découper ou de se dire pour pas faire rentrer les gens. Alors qu'on est dans un thème où on va dire le physio est plus là justement pour que les gens passent une bonne soirée et créer en fait une énergie à l'intérieur qui soit bonne, tu vois. On va pas se mentir, les boîtes c'est pas fait pour c'est pas Tinder quoi. Le gars qui a acheté la boîte il va pour faire de l'oseille, tu vois. Donc il faut aussi mêler à ça qu'il y ait une bonne énergie et qu'en fait à l'intérieur, même si je passe pour le méchant, mais qu'à l'intérieur en tout cas moi tout le monde s'amuse et qu'il n'y ait pas d'embrouille. Différentes compétences que j'ai acquises, alors là ça va être très intéressant. Je crois que je suis devenu, au-delà de physio, j'ai franchi un step, je suis devenu comportementaliste, tu vois. C'est-à-dire que je fais de l'étude corporelle maintenant. Où j'ai appris aussi à lire des livres, parce que ça m'a archi intéressé aussi, tu vois, en faisant la porte. Parce que j'ai appris dans les livres que, tu sais, il y a déjà dans la lecture de l'être humain, la manière qu'une personne te serre la main, la manière qu'une personne te regarde, la manière qu'il y a les échanges, ça définit énormément de choses, tu vois. Tu peux même lire le fond d'une personne. Et ce boulot m'a emmené en fait à ce que j'ai autant d'empathie que de jugement aussi direct envers des personnes. Et maintenant, tu vois, on est dans des codes où il y en a qui vont très très bien gérer leur alcool, comme il y en a qui prennent 2 panachés, ils sont en l'air, tu vois ce que je veux dire. Mais on va dire que maintenant, je sais dissocier telle personne et à quel niveau ils arrivent à juger. Donc l'expérience qu'elle m'a acquis, ça va être l'expérience humaine, entre guillemets. C'est vraiment un truc que je pense à un bon bagage et un truc qui me restera quoi qu'il arrive. Ça demande d'autres compétences, plus de patience peut-être et autres. Et dans l'idée, il faut savoir vraiment jauger au niveau de la sécu. Les gens nous mettent tous dans un même panier. Ils disent ouais, c'est un gars de sécu,
c'est une manière de penser. Or que non, moi, dans ma structure, j'aime bien cette identité. Je compare souvent, tu vois, une équipe de foot, genre le Real de Madrid, où je vais être peut-être moi l'entraîneur en retrait. J'ai tellement des individualités que les mecs, j'ai pas besoin de les manager en fait, je les coach pas parce que ils ont une énergie qui rapporte dans le game, qui est vraiment propre à eux-mêmes. Et ils savent aussi se mettre en retrait parce qu'on va dire qu'on a un aspect aussi qui est peut-être propre à la banlieue ou peut-être à la jeunesse de maintenant. Il est un peu caméléon. À côté, on peut se mettre autant dans le hip-hop que de se réadapter, on se retrouve aussi dans la musique, on écoute un peu de tout, donc il y a un mélange. Et ça, c'est vraiment l'avantage que je vais avoir avec ma structure, c'est que le côté caméléon fait que mes gars, ils sont flex. C'est-à-dire que demain, on enchaîne la Fashion Week, le soir, on enchaîne un after show, on enchaîne une after party. Je peux les basculer dans la journée de 3 modes différents et ils savent se réadapter de eux-mêmes. Dans mon équipe, on est une quinzaine dont un chef de poste. Et je pense que c'est suffisant parce que je cherche pas non plus à inonder Paris. Moi, j'aimerais bien m'orienter sur l'international et pouvoir proposer un petit peu cette touche à la française. Je pense qu'à force de voyager, c'est là où tu te dis vraiment Paris, c'est un truc de ouf. Il y a vraiment des trucs au-delà des aides médicales et autres, tu peux voir comment tu prends conscience. Mais je pense aussi de l'énergie, de la productivité. On va parler aussi des infrastructures, de tous les plugs que tu peux avoir, tu vois. C'est une ville où tu es très facilité. Alors du coup, il est comment ton Paris? Comment tu nous décrirais ta version de Paris? Bah, moi là, je pense mon Paris, là, si je pourrais le définir, il est dans un croisement des deux mondes un petit peu, je dirais. Il est dans une totale reconstruction. On va dire que là, vraiment, on est dans un monde où Paris maintenant, tu vois, il joue le jeu, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les jeunes, il y a énormément de collabs, il y a énormément de choses que nous on n'avait pas étant plus jeune. Je me souviens plus jeune, quand tu voulais bosser, j'ai toujours été bosseur, tu vois, mais t'avais que 2 solutions. C'était Pizza Hut, tu faisais les livreurs, Pizza Hut, ou McDo. C'était les 2 seules alternatives si tu voulais bosser vraiment plus jeune, tu vois. Je te passe les délinquances et autres, là c'est vraiment autre chose, tu vois. Mais après, justement ça a emmené, je pense, derrière une jeunesse qui a commencé à peut-être dealer, faire des choses que peut-être soit ils ne pouvaient pas le faire, ou soit peut-être une facilité, mais c'était beaucoup trop resserré en fait. Les gens avaient besoin d'argent, des solutions, ils optaient peut-être pour la facilité. Et là, le truc que j'ai vraiment apprécié, c'est que là, les conneries que certains ont pu faire, on va dire plus jeunes, ils n'ont pas à les réitérer maintenant. Limite, moi maintenant, je pense qu'une personne plus jeune le ferait, je dirais, t'as rien compris. À l'époque, bon, je sais pas que l'époque Mesrine, des trucs comme ça, les gars, ils voyaient des trucs, t'as peut-être des envies, mais maintenant, tout ça, tu peux l'assouvir avec ta créativité. Monsieur, comment vous regardez? Ouais, c'est parti. Ah là, je filme. Si, petit soleil. Yeah man.